Bonjour, dans cette dernière vidéo, on va corriger le quatrième exercice du contrôle de théorie de Fourier. L'exercice qui, je pense, ressemblait le plus au TD, d'ailleurs il a été très bien réussi et je vous en félicite. Il s'agissait d'étudier le graphe, les coefficients de Fourier et la convergence de la série de Fourier d'une fonction de pi périodique définie sur moins pi, pi et ensuite étendue par 2pi périodicité. Et de se servir de ce développement en série de Fourier pour calculer des séries. Donc un exercice tout ce qu'il y a de classique et que vous avez globalement très bien réussi. Alors, de quoi s'agit-il? La fonction qui nous intéresse, elle vaut 1 entre moins pi et 0, elle vaut 3 entre 0 et pi, et en 0, elle prend une valeur non spécifiée, a. Donc a, c'est un réel, je sais pas qui c'est pour le moment. On verra ensuite qu'il y a une valeur de A qui s'impose, en fait, mais ça, ce sera pour la question 3. Pour le moment, tout ce qu'on me demande, c'est de dessiner le graphe de phi. Attention, on me demande de le dessiner sur moins 2pi, pi. Voilà, le but pour moi, c'était de vérifier qu'il n'y avait pas de malentendu sur la prolongation de la fonction par périodicité. Comme elle est positive, je vais descendre un petit peu l'axe. Voilà. Donc, on va dire que ici, c'est 0. Ici, on va avoir pi. Et ici, on va avoir 2pi. Je ne vais même pas essayer de mettre ça correctement à l'échelle. Moins pi et pi. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur cette fonction? On sait que entre moins pi et 0, elle vaut 1. On va dire que 1, c'est là. On va dire aussi que je ne le fais pas en bleu clair, sinon ça ne se voit pas. Ah oui, je sais que là, vu mon graphe, 1 est à peu près égal à pi. Comme je disais, je ne vais pas le mettre à l'échelle, le truc. Toc. Et c'était ouvert en 1. Et entre 0 et pi, ça faisait 3. Voilà. Donc a priori, notre fonction, ce dont on est sûr, c'est qu'elle est définie comme ceci. Et en 0, elle prend une certaine valeur A. Je ne sais pas qui c'est pour le moment. Alors maintenant, ensuite, c'est une fonction qui est 2pi périodique. Donc, entre pi et 2pi, elle va valoir la même chose qu'entre moins pi et 0. Donc là, elle vaut à nouveau 1. À partir de 2pi, donc ça on ne me demandait pas, elle va revaloir 3. Entre moins pi et moins 2pi, pourquoi j'ai mis pi là-bas Moins 2pi là-bas. Et entre moins 2pi et moins pi, du coup elle vaut la même chose qu'entre 0 et pi, elle va valoir à nouveau 3. Donc voilà, essentiellement le graphe de la fonction f c'était ça. Je vous ai juste demandé de le tracer pour vérifier qu'il n'y avait pas eu de malentendu sur l'identité de la fonction f. Voilà, c'est cette fonction-là qui nous intéresse. Vous remarquerez qu'elle est continue par morceaux, en fait, essentiellement c'est une fonction en escalier, et donc elle est intégrable sur tout segment. Donc on nous demande de justifier ensuite que f est dans L2 de 2pi. F, elle est 2pi périodique par hypothèse. Et c'est une fonction en escalier. Donc f au carré c'est aussi une fonction en escalier. Donc f au carré est intégrable sur tout intervalle de longueur de pi. Sur tout segment, en fait, de longueur de pi ou pas, mais nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les segments de longueur de pi. Donc f appartient à L2 de pi. J'attire votre attention sur le fait que pour justifier que f appartenait à L2 de pi, vous avez été nombreux à écrire intégrale de f au carré égale truc égale machin inférieur à infini. Attention, ça c'est très bien, mais il faut déjà pour commencer que l'intégrale au début elle existe. Parce que si vous n'avez pas ça, par exemple l'indicatrice des rationnels, une fonction qui est notoirement pas Riemann intégrable, vous pouvez la majorer par 1, et vous pouvez du coup intégrer 1 et déduire que l'intégrale de l'indicatrice des rationnels, ça existe.
Ah, sauf que non, du coup, ça n'existe pas. C'est pas enfin, ça existe pour Lebesgue, ça n'existe pas pour Riemann, donc on peut débattre après des fonctions Lebesgue intégrables, c'est un peu plus compliqué. Mais ce que je voulais juste vous montrer, c'est qu'il suffit pas de majorer une fonction et de montrer que si son intégrale existe, alors elle explose pas, pour que cette fonction soit intégrable au départ. Une fonction, pour qu'elle soit intégrable, il faut soit qu'elle soit Riemann intégrable, parce qu'elle est continue par morceaux, ou continue presque partout, des choses comme ça, soit que vous ayez un argument pour dire qu'elle est mesurable, ça marche aussi. Mais a priori, c'est pas juste parce que vous arrivez à la majorer, c'est pas parce qu'elle est bornée qu'elle est intégrable, c'est ça que j'essaie de dire. Donc, cela dit, là on est rassuré, notre fonction est intégrable et même dans L2. Alors je m'aperçois que j'ai fait une petite erreur dans l'énoncé, veuillez m'excuser. Cela dit, j'ai l'impression que ça n'a perturbé personne. Ici, évidemment, t c'était 2pi. J'ai mis L2t. La fonction est périodique de période 2pi, donc le t ici c'était 2pi. C'est une erreur de ma part, je t'ai soulagé de constater que ça ne vous avait pas perturbé. Alors, calculons maintenant les coefficients de Fourier de f. Alors, on va commencer par A0 de f. A0 de f, c'est 1 sur pi fois l'intégrale, par exemple, entre moins pi et pi, hein, c'est l'intervalle qui semble s'imposer ici, de f de t dt. Donc A0 de f, c'est la moyenne, enfin c'est 2 fois la moyenne de f. On peut évidemment séparer cette intégrale en deux par la relation de Schall, entre moins pi et 0, parce que sur cet intervalle on sait que f est constante, plus l'intégrale entre 0 et pi, même chose, hein, elle est constante là-dessus. Et remarquez que la valeur que la fonction prend en 0 ne joue aucun rôle ici. Hein. Une fonction qui prend une valeur spéciale en un seul point, ça ne change pas la valeur de l'intégrale. Ici, du coup, on a l'intégrale de 1 entre 0 et pi, fois 1 sur pi, plus l'intégrale de 3 entre 0 et pi. Ça fait donc 1 sur pi fois 0 moins moins pi, donc 1 sur pi fois pi, plus 1 sur pi fois 3. Toute simplification faite, A0 de f, ça fait 4. Je vais le réécrire en dessous, comme ça on l'aura à portée de main. Notre premier résultat, le premier coefficient de Fourier de f, c'est 4. Maintenant, regardons les coefficients de Fourier an et bn quand n est non nul. An de f, du coup, ça va être 1 sur pi fois l'intégrale entre moins pi et pi de f de t cosinus nt dt. Donc même chose, hein, ça me semble relativement naturel de séparer cette intégrale en deux. 1 sur pi fois l'intégrale entre 0 et pi de, du coup, de cosinus nt, puisque f elle vaut 1 sur cet intervalle, plus 3 sur pi fois l'intégrale entre... Pardon, je dis n'importe quoi. C'est entre moins pi et 0 que ça fait 1, et c'est entre 0 et pi que ça fait 3. Alors la bonne nouvelle, c'est que cosinus nt, c'est pas la mer à boire à primitiver. On va avoir 1 sur pi fois sinus nt divisé par n. C'est pour ça que j'avais besoin que n soit dans n étoiles ici, et de traiter à part le cas où n égale 0. Ok, plus 3 sur pi fois sinus nt divisé par n entre 0 et pi. Alors maintenant, le truc, c'est que sinus 0, ça fait 0.
Sinus moins npi, ça fait 0. Sinus npi, ça fait aussi 0. Donc en fait, là-dedans, tout le monde est nul. Et il ne nous reste plus qu'à calculer Bn de f. A priori, du coup, c'est là que toute l'action va se dérouler. Bn de f, c'est 1 sur pi fois l'intégrale entre moins pi et pi de f de t sinus mt dt. Même chose, on peut la séparer en deux. C'est 1 sur pi fois l'intégrale entre moins pi et pi de 1 fois sinus mt, puisque sur cet intervalle, la fonction f vaut 1. Entre moins pi et 0, la fonction f vaut 1. Plus 3 sur pi fois l'intégrale entre 0 et pi de sinus mt dt. Alors c'est parti, on calcule. On va avoir donc 1 sur pi fois la primitive de sinus nt entre 0 et pi. La primitive de sinus nt, c'est moins cosinus nt sur n. Plus 3 sur pi fois moins cosinus nt sur n, mais cette fois entre 0 et pi. Alors tout ça, qu'est-ce que ça donne? On va avoir 1 sur pi fois... Alors, cosinus 0, ça fait 1, donc on va avoir ici moins 1 sur n. Les deux moins qui vont se simplifier en plus, donc plus cosinus npi. Cosinus moins npi, ça fait moins 1 puissance n. Donc on va avoir ici moins 1 puissance n sur n, plus 3 sur pi, fois moins cosinus npi. Cosinus npi, ça fait aussi moins 1 puissance n. Et moins, donc plus cosinus 0 sur n, donc plus 1 sur n. Alors maintenant, si on réunit tous ces termes, ce qu'on obtient, c'est que Bn de f, c'est égal à 3 sur pi fois 1 sur n moins 1 sur pi fois 1 sur n. Donc on va avoir en fait 2 pi sur n, 2 sur pi n, pardon. Et des moins 1 puissance n, j'en ai 1 moins 3, j'ai donc moins 2 fois moins 1 puissance n. C'est-à-dire j'ai 2 sur pi n fois 1 moins 1 puissance n. Donc ça, c'est Bn de f. Et là, donc là, ça répond à la question, hein, mais si on veut aller un cran plus loin, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, 1 moins 1 puissance n, si n est pair, ça va faire 1 moins 1, ça va faire 0. Et si n est impair, ça va faire 1 moins 1, donc 2. Donc on va avoir 2 fois 2 sur pi n, donc 4 sur pi n si n est impair. Donc là, vous pouviez aussi écrire Bn sous cette forme. Si vous l'avez écrit 2 sur pi n fois 1 moins 1 puissance n ou quelque chose qui ressemble, ça répond à la question. Sinon, vous pouviez aussi l'écrire comme ça. Dans tous les cas, on trouve que le développement en série de Fourier de f c'est du coup Sn de f égale... Donc alors attention ici, Sn de f, c'est une somme finie. Vous ne pouvez pas écrire f de x égale, ou des fois vous avez mis f de x tilde, un peu en mode c'est égal, mais pas tout à fait, mais je suis pas sûr. Puis après vous aviez la somme infinie. Bah non, parce qu'on n'a pas encore montré que cette série converge. C'est ce qu'on va voir à la question 3.
Mais comme on a vu dans le cours, il y a des conditions pour que Sn de f de x ait une limite quand n tend vers plus l'infini et que cette limite soit f de x. Donc on a vu, par exemple, les conditions de Jordan-Dirichlet, c'est essentiellement de cela dont on a parlé. Mais on ne peut pas juste l'écrire comme ça. Pour le moment, tout ce qu'on a fait, c'est calculer des coefs de Fourier, ça ne nous donne pas malheureusement la convergence. Donc Sn de f de x, qu'est-ce que ça fait du coup? C'est une somme finie, on a dit. C'est la somme, donc c'est A0 de f sur 2, donc 4 sur 2, ça fait 2, plus la somme pour k allant de 1 à n, des an de f, des ak de f cosinus kx, et an de f ça fait 0, donc ici on n'a pas de n de f, plus bk de f fois sinus kx, donc plus 2 sur pi n, fois 1 moins 1 puissance n, fois sinus nx. Ce que vous pouviez réécrire en utilisant la remarque qu'on a faite ici, 2 plus la somme pour k, je peux appeler k, pour p allant de 0 à n, ou plutôt, qu'est-ce que je voulais dire? Pour p allant de 0 à partie entière de n sur 2 moins 1, des 4 sur pi n, 4 sur pi de p plus 1 plutôt, fois sinus de p plus 1 fois x. Ces deux écritures-là sont des écritures correctes du développement en série de Fourier. Par contre, attention, le développement en série de Fourier, c'est une somme finie. Ok, ça c'était notre question 2. À la question 3, justement, on s'intéresse à la question de la convergence. Quelle est la condition pour qu'on ait Sn de f qui converge simplement vers f pour tout x dans R? Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que on va pouvoir appliquer le théorème de Jordan-Dirichlet. Pourquoi est-ce qu'on peut? Parce que si vous voulez appliquer Jordan-Dirichlet, il faut qu'on vérifie que les hypothèses sont vérifiées. Donc f, c'est une fonction continue par morceau. Elle a des limites à gauche et à droite en chaque point. Et ces limites sont des limites finies, évidemment, sinon ça ne marcherait pas. De plus, les taux d'accroissement à droite et à gauche de f en x sont également finis. Donc ça prend pas 3 heures, hein, il faut essentiellement la fonction elle est constante par morceau, donc il ne se passe pas grand chose quand on fait des limites à gauche et à droite. Et quand on fait des taux d'accroissement, bah, ça fait tout simplement 0. Mais néanmoins, il faut le dire. Il faut le dire parce que ça nous permet d'appliquer le théorème de Jordan-Dirichlet à f. Qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Jordan-Dirichlet? Il nous dit que pour tous les points qui ne sont pas des multiples de pi, f est continu, ou plutôt ce que nous dit Jordan-Dirichlet techniquement, c'est que pour tout x dans R, je vais commencer par là,
Sn de f de x, ça tend vers la moyenne de la limite à gauche de f en x et de sa limite à droite. C'est f de x plus f de x moins divisé par 2. On en déduit que, déjà, si x n'appartient pas à l'ensemble des multiples de pi, f, elle est continue en x, Sn de f de x, ça va tendre vers f de x. Maintenant, si x appartient à l'ensemble des multiples de pi, f de x plus f de x moins sur 2, ça fait 1 plus 3 sur 2. Donc, Sn de f de x tend vers f de x si et seulement si f de x égale 2. Conclusion, du coup, pour avoir Sn de f de 0 qui tend vers f de 0 et pareil pour tous les autres multiples de pi, pour que ce soit vrai en tout point que SNF converge simplement vers f, il faut qu'on prenne a égale 2. Il faut que a soit égal à 2, et ça suffit. Donc en fait, la valeur qui s'impose ici pour f de 0, et pour la valeur de f dans tous les autres multiples de pi, c'est 2. Et c'est ce qu'on demandait pour la question 3, trouver le a qui va bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on calcule des sommes. Alors, du coup, ce qu'on sait maintenant, c'est que si a égale 2, on a deux choses. D'après Jordan-Dirichlet, f de x, donc on sait que la série converge, donc là maintenant on peut écrire une somme infinie. D'après Jordan-Dirichlet, f de x est égal à 2 plus la somme pour k allant de 1 à plus l'infini des 2 sur pi n, des 2 sur pi k, 1 moins 1 puissance k sinus kx. Et ça, on a vu qu'on pouvait le réécrire. 2 plus la somme pour p allant de 0 à plus l'infini des 4 sur pi fois 2p plus 1 fois sinus 2p plus 1 fois x. Et d'après Parseval, avant de parler de Parseval, commençons déjà par ça. Ça va nous aider pour la première somme, parce que ça, si vous regardez, ça ressemble un peu à la première somme qu'on nous demande de trouver, c'est des 1 sur 2p plus 1, avec un moins 1 puissance n. Donc ici, ce qui serait vachement bien, c'est qu'on choisisse un x pour que sinus 2p plus 1 fois x, ça fait moins 1 puissance n. Alors la question du coup, c'est quel x que ces multiples impairs ont un sinus qui fait moins 1 puissance p. Là, vous pouvez chercher au brouillon et essayer de vous rappeler comment ça marche déjà, les sinus et les cosinus notables. Et vous devriez atterrir sur l'idée que si je choisis x égale pi sur 2, on a
Du coup, ici, on va avoir 2 plus la somme pour p allant de 0 à plus l'infini des... Alors, le 4 sur pi, en fait, ce sera plus joli. Si je le sors de la somme, je peux faire ça parce que 4 sur pi, a priori, ça ne dépend pas de p. C'est une constante. J'aurai 2 sur 4 plus pi fois 1 sur 2p plus 1 sinus de 2p plus 1 fois pi sur 2. Mais maintenant, les multiples impairs de pi sur 2, c'est pi sur 2, 3pi sur 2, 5pi sur 2. Leur sinus va être égal à moins 1 puissance p. Et c'est égal à quoi tout ça? C'est égal à f de pi sur 2. F de pi sur 2, si vous regardez la formule qui donne f de pi sur 2, ça fait 3. Et là, ça ressemble vachement à ce qu'on doit trouver, donc on simplifie. On obtient donc que si je soustrais le 2 ici, on va avoir 4 sur pi fois cette somme qui est égale à 1, et en multipliant par pi sur 4 de chaque côté, on obtient effectivement que la somme des moins 1 puissance p sur 2p plus 1 pour p allant de 0 à plus l'infini, ça fait effectivement pi sur 4 comme on devait trouver. Donc ça, c'est Jordan-Dirichlet, et ensuite, il faut choisir intelligemment le point x. Deuxièmement, d'après Parseval, la norme de f, donc 1 sur 2pi fois l'intégrale, plutôt l'intégrale de f au carré, donc 1 sur 2pi fois l'intégrale de 0 à 2pi de module de f de t au carré dt, ou peut-être plutôt ici, ça va être plus simple de faire l'intégrale entre moins pi et pi, encore une fois. Ça change rien, de toute façon, on peut se mettre sur n'importe quel intervalle de longueur de pi. Bref, cette intégrale va être égale à a0 sur 4, a0 au carré sur 4, donc a0 au carré, ça va faire 16 sur 4, plus la somme des coefficients de Fourier Bn de f au carré. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Bn de f, c'est 4 sur pi fois 2p plus 1, donc ça va nous faire 16 sur pi carré 2p plus 1 au carré. Et voilà, c'est tout. C'est la somme des Bn de f au carré. Il faut juste que je mette un 1,5 devant. Hop là, excusez-moi, une fuite de constante. Ici, c'est 1,5 fois cette somme. Alors maintenant, on calcule l'intégrale. 1 sur 2pi fois l'intégrale de moins pi à pi de f de t au carré dt. Ça nous fait donc 1 sur 2pi fois l'intégrale entre moins pi et 0 de 1 au carré, qui fait 1, plus 1 sur 2pi fois l'intégrale entre 0 et pi de 3 au carré, qui fait 9 dt. Donc ça nous fait pi sur 2pi plus 9pi sur 2pi, c'est-à-dire 10pi sur 2pi, c'est-à-dire 5. Donc cette intégrale, ici, elle vaut 5. 16 sur 4, la dernière fois que j'ai regardé, ça faisait 4. Donc on obtient 5 égale 4 plus... Alors 1,5 de 16 sur pi carré, ça fait 8 sur pi carré, fois la somme qui nous intéresse, la somme des 1 sur 2p plus 1 au carré. La somme des inverses des impairs. Pareil, hein, je soustrais 4 de chaque côté, j'obtiens que cette somme-là fois 8 sur pi carré, ça fait 1. Et en isolant la somme, j'obtiens, comme prévu, que la somme des inverses des impairs au carré, c'est égal à pi carré sur 8. Donc sans grande surprise, hein, le bon réflexe à avoir, s'il y a des carrés, c'est probablement Parseval.
S'il n'y a pas de carré, c'est probablement Jordan Dirichlet. Et pour Jordan Dirichlet, la difficulté, c'est de choisir intelligemment en quel point on l'applique. Parseval, on s'en fiche, ça dépend pas du point. Et je crois que c'est tout ce qu'on avait à faire pour ce contrôle. J'espère que c'était clair. Je pense que oui, puisque à nouveau, vous avez été très nombreux à bien réussir cet exercice. Si néanmoins il y avait des questions, vous pouvez les poser par mail ou en commentaire. Et je vous remercie de votre attention.